Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité régionale, les Journées du patrimoine. C'est ce week-end, plus de 2000 lieux de la région vous ouvrent leurs portes pour venir les découvrir. Et parmi eux, des entreprises notamment. On prendra la direction de Strasbourg. Vous pouvez voir cet atelier de restauration de voitures anciennes. Les notaires de la région viennent à votre rencontre aussi. Quand avez-vous besoin d'eux? À quelles conditions? Laurent Ritter sera avec nous pour répondre à toutes ces questions. On parlera également terroir avec Valérie Zago, en plateau avec nous ce soir, qui nous promènera entre les vignobles du Bordelais et d'Alsace pour le meilleur de nos terroirs. Et on parlera logement, évidemment, comme chaque jeudi soir. On parlera logement social notamment. Qui y a droit? Quelles sont les conditions d'attribution? Quelle est la procédure? Et comment sont-ils attribués? Freddy Zimmermann viendra nous expliquer tout ça. Mais on commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et au sommaire de ce JT. 95% du houblon français est produit et récolté dans le Bas-Rhin et c'est en ce moment que cela se passe. Exemple à Aubernais où se trouve la première exploitation bio du secteur. Déjà 20 ans que la collecte des déchets se fait via une tarification incitative dans la communauté de communes Sud-Alsace-Largue. L'occasion de faire un bilan et puis plus que 3 jours pour découvrir ou redécouvrir le musée zoologique de Strasbourg avant sa fermeture pour travaux pendant 4 ans. Trier plus et mieux, pour payer moins. Voilà 20 ans que la communauté de communes Sud-Alsace-Largue a mis en place un système de pesée embarquée pour la collecte des déchets. Aujourd'hui, la moitié des collectivités alsaciennes ont fait ce choix du tarif incitatif. Alors comment cela fonctionne-t-il? Quel bilan tirer après 2 décennies pour cette collectivité pionnière en la matière? Élément de réponse avec Marine Zis. À Chavannes-sur-l'Étang, comme dans toutes les communes du Sud-Alsace-Largue, les déchets sont collectés une fois par semaine. Et le système de pesée embarqué est bien rodé puisque cela fait 20 ans qu'il est pratiqué. On a une puce qui est ici. Cette puce, elle va être lue par le lecteur qui est ici. Donc c'est automatique. Je vais accrocher le bac. Le bac il va être vidé. Il y a un poids qui va être donné. Ce poids il arrive sur le terminal qui est transmis à la collectivité. Ce matin, le personnel chargé de la collecte ne sera pas submergé de travail. Dans certaines rues, aucune poubelle n'a été sortie. Preuve peut-être que le système est efficace, même s'il reste encore quelques réticents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque effectivement aujourd'hui nous affichons un ratio de ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire les ordures destinées à l'enfouissement ou à l'incinération de 64 kg par habitant, ce qui nous place selon une enquête de l'association Zero Waste France en tête des collectivités françaises. Néanmoins je crois que c'est un travail de tous les jours parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis, il faut tout le temps faire de la pédagogie autour parce qu'au-delà de parler simplement de déchets, je crois qu'il y a de parler de l'avenir des ressources, l'avenir de notre planète. À l'occasion des 20 ans de la pesée embarquée de la communauté de communes Sud-Alsace-Largue, une journée de débat a été organisée. Le thème, la tarification incitative, un levier fort de réduction des déchets. Alors au-delà de se contenter des bons chiffres obtenus, l'idée est de penser à l'avenir ou comment mieux faire encore. On peut toujours aller plus loin, mais effectivement, là on arrive sur les derniers kilos qui vont être les plus compliqués à aller rechercher. Aujourd'hui, globalement, ici mais aussi comme ailleurs, on parle beaucoup des biodéchets qui restent encore une fraction importante dans les poubelles. Alors, pour collecter des biodéchets, la première partie, c'est chacun peut mettre son composteur au fond de son jardin ou installer un composteur collectif en pied d'immeuble ou en pied de rue. Ça demande aussi des installations parfois techniques. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, où on est en train de réfléchir à la mise en place d'outils industriels pour traiter les biodéchets de manière plus large, biodéchets qui reviendront du gaz. L'objectif est donc de réduire encore un peu la quantité de déchets collectés dans les communes du Sud-Alsace-Largue. Un challenge atteignable, même si cela va demander aux habitants quelques efforts supplémentaires. La culture du houblon bat son plein en Alsace, et même plus précisément dans le Bas-Rhin où se concentrent 95% des producteurs français. Et le houblon alsacien s'exporte largement et
séduit aujourd'hui les nouveaux brasseurs. Il revient de loin. Une sévère crise l'a menacé il y a une dizaine d'années. C'est un reportage signé Adrien Laby. Perchés à 8 mètres de haut, les cônes de houblon sont prêts pour la récolte. Nous sommes à Aubernais, dans l'exploitation houblonnière du lycée agricole. Un des 42 planteurs barinois toujours en activité, le premier à avoir fait le choix du bio. Si cette culture est emblématique de l'Alsace, elle a pourtant bien failli disparaître il y a une dizaine d'années. On a eu un gros client historique qui a dénoncé son contrat qu'il avait avec l'ancienne Copoudal, la coopérative des houblonniers d'Alsace. Et les houblonniers se sont retrouvés finalement sans clients avec des productions de houblon. Donc on a eu des arrachages massifs et des pertes de houblonniers. Les surfaces cultivées chutent alors de 750 à 370 hectares. Paradoxalement, dans la même période, le nombre de brasseurs explose en France. Quelques dizaines il y a 20 ans, ils sont aujourd'hui plus de 1700. Un essor qui sauve les producteurs alsaciens. Il y a une très bonne reprise grâce au développement des microbrasseries et on est aussi très content parce qu'au niveau du houblon bio, c'est vrai que la demande est de plus en plus forte et grâce à toutes ces microbrasseries qui produisent souvent des bières de très très bonne qualité. Moi j'aime bien le côté floral mais dans un sens très léger. Il est très fin, même très équilibré en fait, c'est ça que j'apprécie. Il n'est pas agressif, ça c'est plutôt ce que moi je recherche. Sophie vient de monter sa microbrasserie. Invitée par Hop France, le distributeur du houblon alsacien, elle visite l'exploitation. Installée à Altkendorf, la jeune brasseuse privilégie le local. On a quand même de quoi faire dans notre région. Et bon, mon préféré, c'est quand même le Strisselpalz, que j'ai du mal à épeler, mais c'est quand même un houblon super intéressant en gamme aromatique. Voilà, pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher du houblon autre part qu'en Alsace. On a ce qu'il faut, c'est notre culture. C'est très parfumé, c'est très aromatique. C'est ce qu'il faut dans la bière. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, les brasseurs imposent aux producteurs d'innover. L'Alsace a longtemps connu une seule variété de houblon, le Strisselspalt. Aujourd'hui, elles se sont multipliées. On a une carte à jouer ici en Alsace aussi avec la multiplicité de plus en plus importante des variétés. Nous avons 6 variétés alsaco-alsaciennes maintenant. Et peut-être une 7e, une 8e, voire plus à l'avenir. Si l'Alsace représente moins de 1% de la production mondiale, son houblon est reconnu dans le monde entier. 70% de la récolte part à l'export. Aujourd'hui, certains visiteurs sont venus de loin. Il est loadé. Oh, il y a du stock dedans. Installée au Québec, la brasserie Corsair se fournit sous nos latitudes. Le terroir va donner des arômes et des caractéristiques particulières à ces houblons-là. C'est vraiment des qualités qu'on affectionne particulièrement. C'est des goûts qui sont spéciaux, qu'on ne peut pas vraiment retrouver avec d'autres cultivars en Amérique du Nord ou dans d'autres pays. Donc c'est vraiment ces goûts-là particuliers qu'on vient rechercher. Dopée par le développement des microbrasseries, la filière peine pourtant à satisfaire la demande française. Mais les perspectives sont bonnes, la culture du houblon commence même à s'exporter en dehors de son berceau historique. Le patronat alsacien était réuni aujourd'hui à l'école de management de Strasbourg pour l'université du MEDEF Alsace, une 7e édition placée sous le signe du rôle et de la responsabilité des entrepreneurs. On écoute tout de suite quelques mots de Geoffroy Roux de Bézieux, le président national du MEDEF. Le message que j'ai voulu passer, c'est prenez des risques. Parce que pour faire grandir son entreprise, pour embaucher, pour investir, il faut prendre des risques, parfois se tromper, parfois échouer. L'échec n'est pas grave du moment qu'on sait rebondir et parfois l'échec permet de rebondir. Et donc c'est un message aussi à nos concitoyens, à nos salariés, prenez des risques. Si on veut résoudre les problèmes climatiques, il faut que les entreprises prennent des risques, il faut qu'on soit capable d'innover et d'entreprendre. Ce dimanche 22 septembre à 18h, le musée zoologique de Strasbourg fermera ses portes pour rénovation. Jusqu'au printemps 2023, il subira de nombreuses transformations. Mais avant cela, de nombreuses animations rythment la dernière semaine de ce lieu emblématique de la ville. Cécile Motz a participé à une des toutes dernières visites. Des girafes, des oiseaux, des ours et d'autres animaux parfois disparus. Pas de doute, nous sommes bien au musée zoologique et il vit là ces derniers instants tel que nous le connaissons.
Le bâtiment historique de Strasbourg va faire peau neuve. Alors avant les rénovations, place aux dernières visites guidées. Bénédicte Rosalou Sébastien était au rendez-vous, comme de nombreux visiteurs. Des habitués qui se sentent très concernés par ces travaux. C'est émouvant, un musée qui va être rénové, qui ferme. Ça va donner un nouvel essor à ce musée qui doit être reconnu parce que je trouve qu'il y a de très belles collections. J'ai vécu et j'ai grandi avec ces décors et je me rappelle encore quand j'étais toute petite et ça m'impressionnait toujours. Et donc oui, en effet, j'apprends un petit peu le fait que ça change parce que je sais pas, c'est quand même un endroit assez magique dans Strasbourg qui fait remonter le temps. Après, est-ce qu'ils arriveront à conserver cette ambiance? Je trouve qu'il y a une super ambiance en fait, avec tout en bois, etc. Donc on verra s'ils arrivent à conserver cet univers. Qu'on se le dise, le plancher et ses craquements, quelques meubles et fresques, mais aussi l'escalier resteront. Ici, certaines choses n'ont pas changé depuis 1893, soit l'ouverture du musée, alors les travaux étaient nécessaires. Mise en conformité de l'espace et travail sur la muséographie sont au programme, mais pas seulement. Quand on arrive ici, toutes les vitres sont noires, ce qui ne donne absolument pas envie d'entrer. Et le musée, du coup, n'est pas vers la cité. Il est replié complètement sur lui-même. Donc, ils vont travailler tout cet aspect-là, les scénographes et les architectes. Une meilleure lisibilité du lieu pour le visiteur quand il rentre à l'intérieur. On va faire un énorme atrium de la biodiversité, donc plein d'espèces. Et puis, être aussi dans un discours, comme je vous disais tout à l'heure, plus interactif, plus contemporain. Ça nous semblait essentiel dans le projet du musée. Et c'est ça qu'il fallait faire. Donc, c'est un challenge. On espère que ceux qui sont amoureux de ce musée tel qu'il est vont quand même le retrouver. Évidemment changer, mais j'espère qu'ils se sentiront bien. Et que les autres qui sont en attente d'un musée rénové se sentent aussi bien à l'intérieur. Le musée souhaite rencontrer tout type de public, notamment les enfants, car des espaces leur seront dédiés. En plus de cela, il souhaite se moderniser à l'aide d'outils technologiques. Mais avant que les travaux ne démarrent, au printemps prochain, il faudra vider les collections. Tous les spécimens que vous avez dans ces espaces d'exposition vont être déménagés. On va les désocler, les retirer de leur vitrine pour les placer en réserve. Tous, presque tous. Comment transporter un morse et un éléphant de mer? Là est la question qu'il faut encore régler pour les équipes du musée. D'autres iront seulement en réserve pour quelque temps. Et pour les visiteurs nostalgiques du musée tel qu'il est aujourd'hui, pas de panique, tout a été pensé. Ce qu'on a fait avant la fermeture du musée, en revanche, c'est de faire réaliser une visite virtuelle de qualité permettant de garder une mémoire photographique détaillée des espaces d'exposition et de certains espaces aussi de conservation. On aimerait avoir aujourd'hui ou tomber sur des archives du musée tel qu'il était en 1893, d'archives complètes de tous les espaces. Nous n'en disposons pas, on dispose de quelques photos, on dispose d'informations, de plans, etc. Mais on aurait aimé avoir ça. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, en fait, ce qu'on a souhaité, c'est que nos successeurs, ils en disposent d'une certaine façon en photographie. Le musée zoologique de Strasbourg fermera ses portes dimanche à 18h. Mais avant cela, de nombreuses animations sont organisées. Ce soir, soirée-jeu, demain, cinéma, avec la projection du film de Hitchcock, Les Oiseaux, mais aussi concerts, spectacles, bals et buvettes, vous permettront de porter un nouveau regard sur ce lieu chargé d'histoire. À noter dans les calendriers, la réouverture du musée est prévue au printemps 2023. Et à noter que l'entrée au musée est gratuite jusqu'à dimanche. Lui aussi va fermer ses portes pour rénovation. C'est le parc aquatique Nautiland à Haguenau. Une restructuration complète débutera en juin prochain et devrait durer 1 an. Plus d'informations avec Fanny Kunz. Faciliter l'accès, rénover les espaces sanitaires, créer de nouveaux espaces de jeu, c'est tout l'enjeu des travaux à venir à la piscine Nautiland de Haguenau. Inaugurée en 1984, c'est la première fois qu'elle fait l'objet de travaux de cette ampleur. Avec un investissement de 17,5 millions d'euros, la municipalité entend bien rajeunir l'image de cette piscine en proposant une toute nouvelle offre aquatique. En 2018, nous avons accueilli 210 000 clients. Sachant que les années précédentes, nous en avons eu jusqu'à 290 000. Avec le nouveau Nautiland, nous pensons atteindre l'ordre de 300 000 entrées. C'est un objectif que nous nous sommes fixés
mais je pense qu'il sera facilement atteignable vu les travaux que nous allons faire. Le nouveau Nautiland, ce nouveau projet, n'aura plus rien à voir avec le Nautiland que nous connaissons à l'heure actuelle. Une rivière aquatique, un parcours sensoriel, des jacuzzis extérieurs et une meilleure gestion du flux des visiteurs devraient attendre les familles. Mais la rénovation ne s'arrête pas là, puisqu'un travail important est mené autour de la gestion des charges énergétiques. On va travailler globalement sur le niveau de consommation énergétique, mais également sur l'eau, puisque c'est également une des ressources importantes. Voilà, les enjeux d'aujourd'hui, de demain. On a une refonte profonde des différents espaces. Le jeu consistera à essayer de retrouver l'ancien Nautiland dans le nouveau. Nautiland fermera ses portes en juin 2020 pour une réouverture programmée le 1er juillet 2021. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. En pleine saison des vendanges, Heiligenstein publie de superbes photos, mais aussi une vidéo à la gloire du cépage peut-être le plus méconnu d'Alsace, le Klevner, qui est toujours associé au nom de ce village barinois. Attention de ne pas confondre le Klevener, avec un E après le V, avec le Klevner, sans E, qui n'est autre qu'un pinot blanc. Celui de Heiligenstein est lui produit à partir de savagnin rose. Le Klevner de Heiligenstein est un vin blanc à la robe jaune dorée, avec un nez et une bouche aux fruités marqués. Il ne représente que 0,3% du vignoble alsacien. Merci beaucoup Anna pour ce JT et on va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Valérie Zago de retour en plateau avec nous. Venez Valérie. Laurent Ritter, on va parler des notaires du Bas-Rhin et de toute la région qui viennent à votre rencontre, et avec Hubert Haberbusch des journées du patrimoine. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Installez-vous confortablement. Le temps de cette météo, c'est avec Sada. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, je suis ravie de vous retrouver et je ne suis pas venue seule. Et oui, le soleil sera avec vous en ce vendredi matin absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Côté température, comment vous dire, il fera un petit peu frisquet puisqu'il fera seulement 3 degrés, ce sera la minimale du côté de Colmar, Wissembourg ou encore à Bâle. 4 degrés, ce sera de Saverne jusqu'à Vandenheim, 5 degrés si vous êtes à Saint-Louis et 6 degrés chez nos voisins allemands. Votre après-midi, pas de changement, toujours beaucoup de soleil et des températures qui seront relativement agréables puisqu'il fera 22 degrés, ce sera la maximale du côté de Strasbourg, Mulhouse ou Pratteln, 20 degrés seulement si vous êtes à Saverne ainsi que chez nos voisins allemands et 21 degrés si vous êtes à Roppenheim et Colmar. Que va-t-il se passer en ce samedi ? Eh bien du soleil et regardez, les températures seront légèrement en hausse puisqu'il fera entre 25 et 26 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Davy. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h12 pour nous dire au revoir à 19h32. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et avec nous dans ce 24 heures en Alsace ce soir, Laurent Ritter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire, installé à Wörth, et également président de la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Les notaires du Bas-Rhin qui, un peu comme dans toute la France d'ailleurs, ces prochains jours, viennent à la rencontre un petit peu du public, du grand public, à l'occasion notamment de la semaine de l'immobilier. Il y aura des consultations juridiques gratuites, des conférences, des rencontres. C'est toute une image un petit peu du notaire et du notariat qui essaye de s'ouvrir un petit peu. Vous-même, vous avez 40 ans ? Ouais, 42 ans. 42 ans, président de l'ordre à cet âge-là. Voilà, il y a des... On casse un peu des clichés, des barrières du métier. Et l'idée, c'était d'aller justement à la rencontre du public, de ne pas attendre que les gens franchissent le seuil de nos études, mais de venir leur apporter les conseils, les consultations dans tous les domaines. Et la semaine de l'immobilier qui prendra date du 30 septembre au 5 octobre est un temps fort de la profession. Donc nous profitons de cette occasion pour marquer le terrain. C'est vrai que c'est souvent un peu lié à l'immobilier, parce que c'est un passage obligé quand on achète ou qu'on vend un bien, appartement, maison, terrain. On pense aux successions aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'autres domaines en fait de la vie courante ou presque pour lesquels les services des notaires sont conseillés si ce n'est obligatoire. Justement, nous avons 2 rôles principaux. Le premier, c'est d'authentifier un acte. Donc nous avons cette mission qui nous est conférée par l'État, mais il y a aussi la mission de conseiller nos clients. C'est le domaine de l'immobilier pour lequel nous sommes effectivement vus de manière prédominante. Nous cherchons à être l'expert, le partenaire tout au long d'un parcours. Il y a le domaine du droit de la famille. Les gens aujourd'hui qui vivent en partenariat, en couple marié, en couple non marié, les séparations dans le cas du divorce, les partages, le règlement de succession.
nous intervenons à beaucoup de stades importants de la vie des personnes. Et généralement, quand doit-on faire appel à un notaire ? Si je peux me permettre, le plus tôt et le plus souvent possible. Ne venez pas chez nous la semaine avant le mariage, la semaine avant que vous ne vouliez commencer votre activité professionnelle, la semaine avant le divorce, non, c'est pas... Ouais, on peut faire des miracles, mais au bout d'un moment, on arrive au bout de nos compétences. Donc non, effectivement, le plus tôt pour nous associer dans la réflexion, vous allez voir votre banquier pour voir quelle est l'enveloppe qu'il est prêt à mettre à vos dispositions, venez voir le notaire pour voir de quelle manière acquérir de la meilleure des manières possibles. Donc, il y a un statut particulier du notaire qui est officier, qui exerce une fonction reconnue par l'État, qui authentifie les actes aussi. Pour des actes plus courants, on n'y pense pas, mais ça donne une force supplémentaire. Je sais pas, un bail locatif par exemple, une reconnaissance de dette, tout ça, c'est des actes qui peuvent se faire, qui devraient peut-être même se faire chez un notaire. Effectivement, le côté acte authentique confère à l'acte qui est signé et authentifié par le notaire quelques qualités spécifiques, la force probante, donc les éléments qui y figurent ne peuvent pas être contestés sans une procédure particulière, et le caractère exécutoire. Donc vous évoquez la situation du bail. Le locataire, que ce soit un locataire d'habitation, locataire commercial, locataire agricole, pourrait effectivement voir sa situation en cas de non-paiement plus facilement engagé que dans le cas d'un... Je suis propriétaire, je loue, j'ai plutôt intérêt à faire je récupère entre guillemets les poursuites sur un mauvais payeur sont plus faciles si mon bail est plus facile, beaucoup plus rapide effectivement. Donc, un mot sur la donation entre époux aussi, il y a quand même souvent des histoires de succession, on en parle pour c'est certain sans aller jusqu'à Johnny et les affaires médiatique, mais c'est quand même très souvent, j'imagine dans votre quotidien, quelque chose qui est sujet à conflit, c'est aussi des choses qu'il faut anticiper. Voilà, en termes de conseils, c'est un domaine pour lequel les gens arrivent le plus souvent chez nous, c'est la question de l'anticipation du règlement d'une succession. L'aspect matrimonial, est-ce que le contrat est toujours adapté 30 ans après ? Est-ce qu'il est envisagé de signer une donation pour le dernier vivant ? Est-ce que les réformes législatives qui pourraient être intervenues entre la date de célébration du mariage et la date à laquelle les questions se posent interfèrent en la matière ? Donc la donation entre époux, aujourd'hui, n'est plus une obligation pour être protégée, mais il vaut mieux s'en assurer au préalable. C'est quoi le plus simple ? C'est de sonner, de pousser la porte d'une étude. On peut venir poser des questions, on peut demander des devis à un notaire comme à n'importe quel... Bien entendu. La plupart des actes que vous évoquiez tout à l'heure sont tarifés. Donc le notaire qui exerce dans une localité A ou dans une localité B a le même tarif. Donc de ce côté-là, effectivement, le client qui ignore le coût de la prestation peut se renseigner au préalable. Et certains actes qui sont un petit peu plus particuliers peuvent se demander un devis au préalable. Sachant que la plupart des tarifs sont fixés par l'État en fait. Et consultables sur Internet, des simulations sont proposées, vous savez pour un prix de temps combien vous coûte la prestation. Donc, tout c'est compliqué pour qu'on ait ces a priori parfois de pousser la porte du notaire. Enfin, c'est plutôt à nous qu'il faudrait poser la question plutôt qu'à vous. C'est ça que c'est quoi ? C'est Balzac 200 ans après qui vous... Mais justement, et c'est une image qu'on aimerait casser aujourd'hui. Donc une profession aujourd'hui qui est dynamique par l'âge de ceux qui l'exercent, mais aussi par des modifications. L'acte électronique aujourd'hui est devenu monnaie courante. Les 2/3 des actes aujourd'hui ne se signent plus sur papier. Des études sont engagées dans du zéro papier, donc toute correspondance aujourd'hui ne génère plus ce flux de papier. Nous sommes des gros consommateurs de papier par le passé. Il y a la signature à distance aujourd'hui, donc vous n'êtes plus forcément obligé de vous déplacer, chaque client étant assisté de son notaire, parfois éloigné géographiquement, ça simplifie les tâches. Il y a les ventes numériques, donc quelque chose qui sera mis en avant lors de la semaine de l'immobilier. Donc tout un aspect de modernisme, de dynamisme que nous cherchons aujourd'hui à apporter à nos clients. Donc, merci beaucoup Laurent Ritter pour tous ces éclaircissements. On rappelle la semaine, vos différentes présences sur des salons de l'immobilier, notamment il y en a à Strasbourg. Haguenau s'est tenu, Strasbourg sera le week-end prochain. Exactement, et vous serez présent vous-même et avec des confrères pour des consultations, des conférences et des consultations tout au long du salon. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On va parler dans quelques instants, après une courte pub des journées du patrimoine. Regardez l'atelier d'Hubert Haberbusch, c'est presque un musée plus qu'un atelier, je vous y emmène tout à l'heure. Et ça, on naviguera avec Valérie entre les vignobles du Bordelais et de l'Alsace. Ça sera tout ça juste après cette courte page de pub. Restez avec nous, à tout de suite. Et on va parler dans cette émission d'un événement incontournable de cet automne, les Journées du patrimoine. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Plus de 2000 lieux de la région vous ouvrent leurs portes, des monuments, des musées, des châteaux, des parcs et quelques entreprises dont la vôtre. Hubert Haberbusch, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez une société qui s'appelle HH Carrosserie qui est au Port du Rhin à Strasbourg. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est un garage. Regardez ces images, je vous emmène, c'est pas vraiment un garage, c'est plus un musée. Vous vous occupez, vous êtes restaurateur de véhicules anciens, de collection notamment. Qui fait appel à vous pour s'occuper de véhicules pareils ? Nous avons des collectionneurs et puis des musées.
puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Quel genre de véhicule on a aperçu? On a des véhicules de toutes marques, de toutes sortes, des véhicules populaires, des véhicules de haut de gamme, de tout niveau. Et on parle uniquement de carrosserie, pas de mécanique. Voilà, c'est des métiers très différents. La carrosserie est un métier d'art, et donc nous faisons notre métier, qui est la carrosserie et la peinture, et chacun son domaine. Et donc après, le véhicule, s'il a un problème mécanique, il va vers un mécanicien ou vers un sellier ou d'autres corps de métier. Comment on fait pour entretenir la carrosserie des véhicules comme ça qui ont 40, 60, 80 ans? Pour certains, on trouve il n'y a plus de pièces d'origine de ces véhicules. Non, on fabrique les pièces manquantes, donc c'est un vrai métier. Donc on étudie, donc on a l'appui du musée de Mulhouse par exemple pour les archives et les documentations ou les véhicules de référence. Et puis après on fabrique à la main les pièces qu'il faut. Le musée de Mulhouse qui lui-même parfois vous confie leurs véhicules leurs aussi. Travaux de carrosserie, parce qu'ils ont un atelier de restauration mécanique mais pas carrosserie. Et donc ça nous permet d'avoir de bonnes relations et d'avoir les renseignements nécessaires pour faire nos travaux. Alors moi j'ai poussé la porte de votre atelier, c'était mardi dernier, pour venir faire ces images notamment. J'étais très surpris parce qu'il y a, alors déjà c'est un véritable musée que vous ouvrez, dont vous ouvrez les portes ce week-end au public. J'étais surpris par la jeunesse de vos équipes, on le voit sur ces images, c'est énormément de jeunes ouvriers en fait, qui travaillent avec vous. D'où viennent-ils en fait? Quel est leur profil? Ils viennent de tous horizons, généralement ils viennent de premier contact avec les compétents du devoir. Et donc on essaye d'avoir tous les ans renouvelé avec des apprentis, des stagiaires, et de maintenir, toujours transmettre ce métier donc, à des jeunes, parce qu'il y a énormément de jeunes passionnés pour ces métiers. Donc c'est pas que l'automobile, c'est aussi le travail de la matière, tout ça. Et tout ça fait que ces journées nous permettent de montrer et de créer, éventuellement de susciter de nouvelles... je ne sais pas comment on dit. Passion, vocation. Passion et vocation, voilà. Au point que vous œuvrez beaucoup aussi pour faire reconnaître ce talent, cette formation, parce qu'il n'y a pas jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de vraie filière, il n'y a pas de véritable diplôme. Voilà. Vous avez œuvré, entre autres, à faire reconnaître ces compétences. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de vraie filière. C'est en cours. Il y a un CQP, taulier formeur et restaurateur de voitures anciennes, qui est en cours avec le syndicat CNPA et la Fédération française des véhicules d'époque. Pour l'instant, ce n'est pas en place. Alors, c'est des jeunes qui ont une formation traditionnelle de réparateurs ou de constructeurs et qui se spécialisent un peu chez nous et chez d'autres pour la restauration des véhicules anciens. Quand on voit ces véhicules, on peut voir une voiture, vous voyez une œuvre d'art, en fait, vous voyez du design, c'est ça qui vous oui, touche? C'est de beaux objets, quoi. La carrosserie française était une des plus importantes et des plus prestigieuses dans le temps. Donc, et un certain Labourdette, qui était un grand carrossier, disait que la carrosserie, c'est un art. Et donc, comme c'est... Donc, c'est bien, voilà. On fait de la restauration, là, où il y a une part de création aussi. Oui, on vous demande on peut encore faire des nouveautés, on peut créer des choses en carrosserie. Voilà, donc il y a une part de restauration ou de travaux de conservation du patrimoine automobile. Et souvent, parfois, les carrosseries sont tellement abîmées qu'on fait une reconstruction de carrosserie. Et là, du coup, on amène notre patte, on fait un peu à notre manière, enfin, on influence un peu le client pour faire un peu d'après nos idées. Et, à la façon d'époque, mais avec notre savoir-faire et notre idée. Qu'est-ce qu'on travaille comme matériau? Il y avait une des Bugatti, il me semble, dont on voyait l'armature, il y avait des garnitures en bois dans la portière. On ne travaille pas que le métal Généralement, l'ossature est en bois, et après c'est regarni, soit de tôle d'aluminium. Et parfois aussi, des accessoires ou des calandres comme ça, c'est du laiton. Donc on travaille les trois métaux, donc les métaux en feuilles. Le but de ces journées du patrimoine, de ces portes ouvertes, vous serez ouvert samedi, dimanche? Vendredi après-midi, parfois il y a des écoles qui passent, et samedi, dimanche, voilà. C'est d'amener un public qui est pas... On a affaire à des publics très passionnés et connaisseurs, et donc ces journées nous permettent d'être en relation avec du public, souvent qui ne connaissent pas trop notre métier, et donc qui sont étonnés par ce qu'on fait, et donc c'est très valorisant pour les jeunes qu'on a
d'avoir des compliments. Et donc, ils sont très satisfaits. Et en même temps, ça permet de ranger l'atelier. Atelier, c'est très rigolo. Juste pour finir, où il y a au mur, il y a des outils, il y a des croquis de voitures, puis il y a des tableaux, il y a des œuvres d'art. En fait, vous êtes vraiment... En plus, c'est une zone au bord du Rhin à Strasbourg. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes autour de vous. Il y a vraiment cette dimension artistique. Elle est, comme dit, il y a des tableaux accrochés au mur. On le voit derrière, là, derrière. Oui, on essaye. On a des voisins, la zone d'art, donc Germareuse. Et donc, on essaye... Enfin, notre métier est un métier d'art. Et donc, on essaie un peu de cultiver, de fonctionner un peu comme un atelier d'artiste, enfin, artiste au métier d'art, et pas être dans la production comme ça, classique. Et voilà, c'est pour ça que, je veux dire, il y a un savoir-faire artisanal et savoir-être aussi. Donc, on préfère que ce soit un peu cool. Et c'est ça qui attire aussi un peu les jeunes qui n'ont pas envie d'être stressés comme ça à la production et qui peuvent un peu s'exprimer dans... Avec une vraie dimension artistique. Voilà, enfin, une petite, par rapport aux artistes. Merci beaucoup, Hubert Haberbusch, en tout cas, d'être venu nous présenter ça. Ça se passe ce week-end, donc vendredi après-midi, samedi, dimanche, dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. Et si vous cherchez d'autres infos, il y a plus de 2000, comme dit le site dans la région, à découvrir ce week-end. Vous avez vu l'adresse journéedupatrimoine.com, avec il y a différentes entrées géographiques ou par thématique. Vous n'avez que l'embarras du choix pour votre programme. Je ne sais pas où vous irez, Valérie, vous, mais en tout cas, vous nous emmenez pour l'instant dans le vignoble. C'est à Piquerien et c'est tout de suite. Au sommaire, ce soir, je vous emmène à Bordeaux, direction pour l'appellation Moulis-en-Médoc, le château Antonique. Un petit objet ce soir, c'est un livre fort sympathique. Et pour finir, mon coup de cœur, un pinot noir d'Alsace. On commence par Bordeaux, côté rive gauche. Rive gauche, je vous ai amené une petite carte ce soir pour vous expliquer le vignoble de Bordeaux. Donc ce soir, on va parler de Moulis-en-Médoc. Donc on se situe à Médoc, dans la région du Médocain. L'appellation Moulis-en-Médoc, c'est la plus petite des appellations du Médoc. Elle ne fait, entre guillemets, que 600 hectares. Et ça reste la plus petite du Médoc. Et c'est surtout la plus ancienne parce qu'elle a été classée en 1938. Et c'est une longue bande de 7 km de long. Et d'où vient le nom Moulis ? Alors, Moulis-en-Médoc proviendrait certainement du fait qu'il y avait beaucoup, jadis, de moulins à vent, mais aussi de moulins à eau. Par la suite, dès le Moyen-Âge, grâce à des propriétaires féodaux, mais également grâce à l'Église, la vigne s'est vue planter. On sait d'ailleurs qu'en 1895, il y avait quand même 1500 hectares de vignes plantées sur le territoire de Moulis, 2 fois plus qu'aujourd'hui quand même. Mais c'était avant la crise phylloxérique. Quelle est la particularité du coup de ce vignoble ? Alors ce vignoble a la particularité d'avoir 3 terroirs. À l'est, vous avez des graves garonnaises qui sont des sols caillouteux, pauvres, maigres et chauds, mais avec un fort pouvoir drainant. À l'est, vous avez également des graves, mais plutôt périhénènes. Et là, par contre, c'est plutôt des galets blancs et également des petites dragées de quartz. Et en centrale, par contre, on est plutôt sur une zone argilo-calcaire. Ça donne une réelle différence entre les vins, du coup ? Oui, les vins qui sont produits sur la partie des graves sont des vins généralement plutôt fins, concentrés, élégants, avec des bouches également élégantes et surtout des tanins d'une grande finesse. Par rapport aux autres vins qui sont issus plutôt de la partie argilo-calcaire, là, c'est des vins qui sont beaucoup plus corsés, beaucoup plus robustes, avec des bouches beaucoup plus amples et des tanins qui sont quand même fondus dans la matière. Et dans les 2 cas, avec de bons potentiels de garde. Et bien sûr, vous êtes revenu avec un domaine en particulier à nous conseiller. Oui, le domaine Château Antonique, qui est l'une des plus anciennes propriétés de Moulis-en-Médoc. Il y a une trace dans un ouvrage de référence qui nomme le Château Antonique, qui avait par contre un autre nom dès 1850. Il y a une vraie antériorité sur la propriété. Par ailleurs, c'est une propriété qui a été classée en 1932 comme cru bourgeois de qualité supérieure. Et sur la prochaine vendange, ça sera en agriculture biologique, sur le millésime 2019. Il y a plusieurs cuvées du coup ? Une seule du moins, le Château Antonique que je vous présente ce soir, qui est sur un millésime 2012. C'est issu des 3 terroirs, mais par contre majoritairement quand même sur la partie argilo-calcaire pour 68% de l'assemblage. C'est un assemblage de plusieurs cépages, majoritairement pour 62% de Merlot, ensuite de Cabernet Sauvignon pour 29%, le reste étant en Cabernet Franc et en petit verre d'eau. C'est la particularité de ce château, c'est de proposer actuellement un millésime 2012, donc un millésime relativement ancien, qui est prêt à boire, qui est friand au possible, sur des notes de cerise noire, de petits fruits noirs également, de réglisse légèrement épicée. C'est un vin très agréable à boire, l'une des belles références de Moulis-en-Médoc,
excellent rapport qualité-prix à conseiller pour les amateurs de Bordeaux. Vous avez déjà fait 2 amateurs conquis en face de vous apparemment. Un petit objet à nous présenter, Valérie. Alors le petit objet ce soir, c'est un livre, hein, c'est le Dictionnaire des amoureux du vin de Bernard Pivot qu'on ne présente plus, qui est un amoureux du vin, mais également du vin en général et notamment du Beaujolais parce qu'il en est originaire. Hein. C'est un dictionnaire, donc ça se lit comme un petit dictionnaire avec par lettres des anecdotes. Vous pouvez aller chercher des anecdotes sur le mot pinard, mais également sur toutes les appellations possibles, gaillac, moulin à vin, etc. Des anecdotes personnelles de l'auteur, riches en culture générale du vin. Vous apprenez beaucoup de choses. C'est un petit livre de chevet à avoir, à s'offrir ou à offrir. Voilà, petit objet du soir, petit livre, les dictionnaires des amoureux du vin. C'est noté. Un petit coup de cœur, on termine en Alsace quand même. Ah, on termine en Alsace. Un petit coup de cœur, mais grande bouteille ce soir. Le coup de cœur en question, donc là c'est un magnum que je vous présente, très belle flûte alsacienne en magnum. Le domaine c'est Paul Junglinger, on a Egisheim. C'est un pinot noir que je vous présente ce soir qui s'appelle Les Rocailles. C'est les plus beaux pinots noirs du domaine issus du Grand Cru Ashberg, qui ne peut pas avoir la notion de grand cru puisqu'on est sur un pinot noir qui n'est pas autorisé. C'est un grand cru qui est propice à faire de grands vins blancs, mais dans cette cuvée, vous êtes sur un grand vin rouge. C'est un vin concentré, élégant, d'une grande finesse, même si c'est un vin puissant, il est extrêmement frais. Un potentiel de garde très important, là c'est un 2016. Pour les plus pressés, vous pouvez le carafer 1 heure. C'est un vin, vraiment le vin d'automne que vous pouvez marier avec des gibiers, mais également des canards. Un magret de canard avec une petite poêlée de cèpe, c'est juste une merveille. Le vigneron Michel Junglinger a fait ses armes dans une belle maison bourguignonne. On y retrouve toute sa maîtrise du cépage. Très joli vin, voire très grand vin de pinot noir. Il n'a rien à envier à ses voisins bourguignons de la Côte de Beaune. Bon, ça vous a mis l'eau à la bouche. Messieurs, vous êtes prêts à passer à table? Allez, dans quelques minutes encore, on va parler logement d'abord. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. On termine cette émission bien sûr en parlant logement comme chaque jeudi soir. C'est avec Freddy Zimmermann dans un instant, juste après ça. Vous êtes peut-être à la recherche d'un logement, peut-être à vous penser au logement social. On va vous expliquer ce soir comment ça se passe déjà, à qui s'adresser, quelle est la procédure. Bonsoir Freddy Zimmermann. Bonsoir. Vous travaillez bien sûr à la CIBAR, notre partenaire sur cette émission. On va décrypter tout ça. Déjà, quelle est la procédure? C'est toujours un dossier à remplir, c'est un dossier à constituer. En 2 mots, comment on récupère ça? À qui on le dépose? Alors il y a principalement deux possibilités. La première, c'est de faire une inscription en ligne, donc via Internet. Donc sur un site dont je vais vous donner l'adresse, voilà, donc www.demandedelogement-alsace.fr ou sur le site de la CIBAR, www.cibar.fr, où on s'inscrit en pianotant, c'est vraiment pas très compliqué. Et puis il y a la possibilité aussi sur un dossier CERFA en papier, qu'on peut trouver chez tous les bailleurs, qu'on peut trouver dans beaucoup de mairies aussi, dans les unités territoriaux-médico-sociales du département, auprès aussi des conseillers départementaux qui sont bien évidemment nos partenaires en termes de demande de logement. Et je pense qu'il faut bien expliquer que c'est absolument pas difficile. Souvent les gens sont bloqués en disant que c'est très compliqué. Ils se découragent avant même de faire la demande. Exactement. C'est vraiment en 3-4 clics, on y ajoute les pièces, les justificatifs et puis on est parti. Et on est parti. Et une fois que ce dossier est parti, qu'est-ce qui se passe juste derrière? Les explications dans ce reportage de Fanny Kunz. Vous venez de déposer une demande de logement social, mais que devient votre dossier une fois l'avoir transmis à votre bailleur? Plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir prétendre à un logement. Je viens déposer une demande de logement. Lorsque vous déposez votre dossier à l'accueil de la Société immobilière du Bas-Rhin, celui-ci est tout d'abord vérifié. Afin de le compléter, un certain nombre de documents vous ont été demandés. Une photocopie de votre pièce d'identité, de votre livret de famille ou vos 3 derniers bulletins de salaire sont quelques-uns des éléments à fournir. Si tout est en ordre, l'agent emporte alors votre dossier de demande de logement social. Celui-ci est ensuite saisi informatiquement pour être transmis à l'AREAL, l'association territoriale des organismes HLM d'Alsace. À partir de cet instant, tous les bailleurs sociaux du département auront alors accès à votre dossier et selon les disponibilités, ils pourront vous proposer un logement. Si un logement correspond à votre demande, votre dossier sera proposé en commission d'attribution des logements, la CAL, où chaque profil est étudié au cas par cas.
Si le vôtre est retenu, le bailleur vous recontactera pour finaliser votre demande. Vous aurez alors 10 jours pour donner une réponse définitive et une visite de votre futur logement vous sera proposée. Si vous donnez votre accord, une date sera alors fixée afin de signer le bail, réaliser l'état des lieux d'entrée dans le logement et enfin vous remettre le précieux sésame qui ouvrira chaque jour les portes de votre nouvel appartement. Petit rappel, lors de votre demande, vous devrez fournir différents documents. Une photocopie de votre pièce d'identité et de toutes les personnes majeures à loger, une copie de votre livret de famille, l'avis d'imposition N-2, vos 3 derniers bulletins de salaire. D'autres documents peuvent encore être demandés selon votre profil. Et bien entendu, il est également possible de faire votre demande par Internet via le site demande-de-logement-alsace.fr. Freddy Zimmermann qui dit mais tout est dit, c'est très clair, c'est parfait. J'ai quand même des questions pour vous. Le principe de la commission d'attribution, qui valide après ces dossiers, qui doit faire le tri. Comment ça se passe? Quels sont les critères et quel est le délai un petit peu Alors déjà la commission est composée d'élus du département, d'élus aussi de locataires, pour voir l'ensemble des demandes. Alors sur l'Eurométropole, c'est encore un peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est en fonction donc, des profils des demandeurs de logement, c'est en profil du logement qui est disponible, et donc il y a aussi le phénomène des urgences. J'allais y venir justement, il y a une voie spéciale pour quel cas ça concerne, enfin on parle de dossiers. Alors il y a des violences conjugales, il y a des problèmes familiaux qui peuvent... Quand on doit mettre un conjoint à l'abri. Par exemple, voilà, des problèmes, ça peut aussi être suite à un sinistre dans un logement. Donc on peut être face à des situations d'urgence, donc qu'il faut gérer et essayer d'y répondre le mieux possible et le plus rapidement possible. Alors lorsque la demande de logement a été faite, au bout d'environ 15 jours, la personne est contactée par l'Areal, dont on parlait dans le petit reportage. On va vous indiquer un numéro unique départemental qui sera visible par tous les bailleurs sociaux. Donc c'est un avantage puisque nous, à la CIBAR, on peut par exemple ne pas avoir de logement à disposition dans telle ou telle commune, alors qu'un autre bailleur peut en avoir un. Donc c'est vraiment pour la personne qui fait une demande de logement un avantage d'être visible par l'ensemble des bailleurs du département. C'est pour ça que la démarche est départementale, ça permet effectivement, c'est quoi, c'est plus efficace, la réponse est plus adaptée, plus rapide. C'est plus efficace puisque dans le temps, il fallait déposer une demande chez chaque bailleur. Donc vous imaginez un peu le nombre de bailleurs, et là on a une demande unique qui, elle, est visible par l'ensemble des bailleurs du département. Donc ça facilite grandement les choses. La question que se posent beaucoup les gens aussi, ce qui peut rebuter parfois, c'est la durée de la réponse, ou en tout cas de l'acceptation. Quels sont les délais moyens? Il y a une moyenne dans ces cas-là? Comme dans beaucoup de cas, il y a l'offre et la demande. Donc il y a des secteurs qui sont tendus, donc la demande peut durer très longtemps. Ça peut être aussi plus rapide, ça peut être en 1 mois, en 2 mois. Tout dépend de l'urgence de la situation et de la disponibilité des logements dans les secteurs demandés. Ça dépend de la commune. On peut dire un mot, où est-ce que c'est compliqué dans l'Eurométropole, évidemment. À la campagne, dans les territoires plus ruraux, plus éloignés, il y a un peu plus de disponibilité. Mais voilà, la durée moyenne, il n'y a pas... C'est compliqué. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois. Au bout de le dossier, une fois que la demande est faite, on attend, il faut réactiver sa demande, ou au bout d'un certain temps, la demande s'éteint? Alors une fois que la demande est validée, elle est valable 1 an. Mais la personne est contactée, on l'informe via Internet, quelques semaines avant, on lui demande de renouveler la demande. Si elle n'est pas renouvelée, elle sera toujours active, mais elle sera en état non renouvelé, donc elle ne pourra pas être traitée. Donc il est dans l'intérêt des demandeurs de logement de mettre régulièrement à jour leur demande de logement. Merci beaucoup Freddy Zimmermann pour plaisir. tous ces éclaircissements. On rappelle aussi votre voisin Hubert Haberbusch, les journées du patrimoine et les ateliers ouverts du côté de chez vous du Port du Rhin ce vendredi, samedi et dimanche. Bonne journée du patrimoine à vous. Valérie, on vous retrouve jeudi prochain. Pas en plateau, vous serez sur le terrain. Exactement. Ça donc, vous savez déjà? Ah oui, mais je vous laisse la surprise de le découvrir. Vous avez oublié, c'est tout. Non, je le sais. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bon anniversaire à Freddy Zimmermann pour son anniversaire aujourd'hui. Je ne chante pas parce que ça vaut mieux, mais le cœur y est. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous trouvez bien sur cette émission, sur notre site internet en live ou en vidéo à la demande quand vous voulez et où vous voulez. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.